Bien. Alors, nous sommes au cours 9 et on va parler d'apprentissage supervisé pour bien comprendre la différence avec ce qu'on a fait avant. Alors, je vous rappelle, voilà, on va surtout voir l'algorithme K-means, donc qui, en français on dit plutôt K-moyenne, qui est donc la base de l'apprentissage non supervisé. Alors, juste avant et en prévision du confinement, je fais un petit rappel sur Schema Workbench. Donc, je vous ai montré comment utiliser ce programme pour construire un schéma OLAP. Alors, ce programme est évidemment installé sur toutes les machines des salles de TD à Assas. Mais par contre, si on est confiné, vous allez avoir une difficulté, c'est de l'installer chez vous. Alors, si vous prenez ici le bandeau Schema Workbench, ça vous explique comment le faire à la fois sur un Mac et sur un PC. Alors, donc il y a, disons, alors ça suppose que vous ayez une version de Java qui soit à jour, mais en principe, elle est à jour parce que vous utilisez aussi Gephi et Gephi a les mêmes demandes. Alors, par contre, il y a une petite subtilité. Donc ici, vous voyez, vous devez télécharger donc, ce logiciel-là, puis ensuite ce programme qui est en fait ce qu'on appelle un pilote. Donc le pilote, si vous cliquez dessus, il se met etc., dans votre répertoire de téléchargement. Et donc, vous le retrouvez ici. Bien. Alors, vous installez le Schema Workbench et il se met dans un répertoire. Alors, chez moi, il est dans un répertoire un peu particulier qui est ici. Donc, si vous ouvrez ce répertoire, vous allez voir qu'en fait, il y a toute une arborescence et il y a un sous-répertoire qui s'appelle Drivers, donc pour les pilotes. Et là, donc, vous devez prendre le programme que vous avez téléchargé et le mettre dans ce répertoire. Donc, ça ressemble exactement à ça. Donc, ce que je pourrais faire, c'est enlever ce fichier et mettre celui que je viens de télécharger exactement à cet endroit-là. Voilà. Si vous faites ça, en principe, le Schema Workbench va s'exécuter normalement. Et normalement, ça veut dire... Alors, ici, vous avez donc le programme, ce qu'on appelle l'exécutable ou le fichier de commande Windows. Et si vous cliquez dessus, voilà. Et là, le programme s'est déclenché correctement. Bien. Alors, donc, pour ceux qui ont des PC, vous devez faire ce travail-là. Si vous avez un Mac, c'est expliqué aussi. Donc là, moi, j'utilise un PC. Donc, si vous avez un Mac, c'est aussi expliqué. Voilà. C'est exactement le même principe. Vous avez donc, le code du programme d'un côté et le pilote de l'autre. Bien, donc ça c'est un premier point. Donc, malheureusement, les TD risquent d'être un peu chaotiques pour ceux qui ont des difficultés. Essayez de passer cette étape-là et d'essayer de construire vos schémas OLAP. Si jamais vous n'y arrivez pas, bon, on va trouver d'autres solutions. Mais si vous y arrivez, c'est quand même l'idéal. Bien. Alors, retour au cours 9. Voilà, l'informatique décisionnelle. Donc, on a vu dans les cours précédents les méthodes, disons, d'apprentissage supervisé, donc les arbres de décision, les régressions linéaires et logistiques. Et donc, aujourd'hui, on passe à l'apprentissage qui n'est plus supervisé. Et pour ça, je reprends un peu le schéma fondamental. C'est que dans le cas supervisé, vous avez un target, qui est ici représenté par la troisième valeur. Et donc, vous avez des tuples comme A,B,1, et donc le target, c'est 1,
puis vous avez un deuxième tuple, 1,b,0. Bon, donc ça, quelque part, c'est comme si vous avez une fonction inconnue, f, et puis vous donnez la valeur de la fonction. Donc là, sur le premier point, la valeur de la fonction, c'était 1, donc f de 1 b vaudrait 1. Et sur le deuxième point, la fonction vaudrait 0. Voilà. Sauf que vous ne connaissez pas la fonction, mais vous la connaissez uniquement sur des échantillons. Et le principe est de trouver une fonction g qui soit proche de f. Donc la valeur de décision, c'est exactement ça, c'est une fonction g, une régression linéaire ou une régression logistique. Ça va faire pareil. Alors maintenant, placez-vous dans la situation suivante, où vous n'avez plus de target. C'est-à-dire que vous voyez des tuples, comme AB, A1B, etc. Et vous vous dites, est-ce que je peux trouver une fonction g qui va valoir soit 1, soit 0 sur chacun des tuples? Alors, dit comme ça paraît un peu bizarre, et il nous manque des éléments. Alors, si vous représentez un tuple par un point en 2 dimensions, donc ici maintenant je représente tous les tuples par des points, x et y. Donc le premier tuple, il a comme coordonnées x égale a, y égale b. Donc c'est un de ces points verts. Et donc vous voyez, c'est tout. Si j'ai un ensemble de points verts comme ça, ben, je peux m'apercevoir qu'en fait, j'ai envie de dire, ben, tous les points qui sont là, ils sont dans un groupe, et puis tous les points qui sont là, ils sont dans un autre groupe. Quand on parle de groupe comme ça, on dit aussi c'est un cluster. Et donc, je veux trouver automatiquement les clusters. Alors, vous voyez que c'est quelque chose qui, en fait, qu'on fait pratiquement tout le temps. Par exemple, quand on prend l'attribut âge, qui est numérique, et qu'on veut le transformer en un attribut discret, ben, on va faire exactement comme ça, c'est-à-dire qu'on va prendre des points. Alors, ici, ça va être des points sur une droite, et on va les regrouper ensemble en faisant des clusters. Ça va vous donner des intervalles, essentiellement. En 2 dimensions, ça fait des zones, comme les zones dans le cercle rouge et dans le cercle bleu. Alors, comment on fait ça de manière systématique, sachant que ici, je suis en dimension 2 et que voilà, je veux que ça marche en dimension 100. Souvent, la dimension va être grande. Alors, premier point crucial, c'est qu'il me faut une distance. Je suppose qu'il y a toujours une distance entre 2 points. Donc, les points ici, vous voyez, ce sont des tuples. Il y a le point, on va dire T1, c'est le point AB. Puis le point T2, ce serait le point A1B. Et ce que j'ai, c'est forcément une distance entre T1 et T2. Voilà, il faut que j'ai une distance. Alors, vous voyez que quand vous avez des attributs numériques, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous prenez la distance euclidienne. La distance entre ce point-là et ce point-là, par exemple, c'est je fais la différence des x, je mets ça au carré, plus la différence de y, je mets ça au carré, et je fais la racine carrée de tout ça. Donc, je fais une espèce de Pythagore, qui est la définition de la distance euclidienne. Maintenant, si j'ai des mots AB, par exemple, et non pas des valeurs numériques, ben, je vais utiliser la distance d'édition, par exemple, ou la distance entre 2 mots. Et donc, je peux toujours, en fait, trouver des distances. Donc, ça, c'est voilà, c'est une hypothèse générale pour faire de l'apprentissage non supervisé. Et donc, voilà mon schéma. Et donc, ici, supposons par exemple que je veuille trouver 2 clusters, donc le cluster en rouge et le cluster en bleu. Comment je peux réaliser cette opération de manière générale? Donc, je suppose que K égale 2, mais en général, je vais trouver K clusters.
Donc le principe, évidemment, c'est de regrouper les points proches. Tous les points proches, je vais les mettre ensemble. Alors l'algorithme qui résout ce problème, qui est un petit peu universel, s'appelle K-means. En français, on dirait plutôt K-moyenne. Alors comment il procède? Mais il procède de la manière suivante. Voilà mes points, et je prends 2 points aléatoires. Donc parmi les points verts, celui-là, celui-là. Donc et cette fois-ci, je les dessine de couleurs différentes. Donc je dessine ce point aléatoire vert comme le point rouge, et ce point aléatoire vert comme le point bleu. Okay. Et maintenant, je fais quoi? Eh bien, je vais colorier tous les points verts selon, par rouge ou par bleu, selon qu'ils soient plus proches du point rouge ou du point bleu. C'est-à-dire que s'ils sont proches de rouge, je les colorie rouge, et s'ils sont proches de bleu, je les colorie bleu. D'accord? Donc, par exemple, clairement, ce point-là va être colorié rouge, et celui-là, il va être colorié bleu. D'accord? Tout cela va être colorié bleu. Bon. Donc, voilà ce qui va se passer. Voilà, tous ces points vont être coloriés rouge, et tous ces points vont être coloriés bleu. Bien. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je trouve maintenant le barycentre des points rouges. C'est-à-dire le point rouge qui est le plus au centre. Puis, je fais pareil pour les points bleus. Et ensuite, eh bien, je refais l'étape de coloration. C'est-à-dire que je trouve les barycentres et ensuite je recolorie tous les points selon leur proximité au barycentre. Voilà. Alors, le barycentre des points rouges, c'était par exemple ce point jaune. Le barycentre des points bleus, c'est ici j'ai recolorié les points bleu, vert, enfin les barycentres, c'est ce point-là. Donc les points qui sont les plus proches, les coloris en vert, et les points les plus proches, ici, les coloris en rouge. Donc vous voyez, ce qui se passe, c'est que ce point-là, il a changé de couleur. Il était bleu, et maintenant il devient rouge. Parce qu'il est plus près du jaune que du bleu. Pas de beaucoup, mais voilà. Et une fois que j'ai... Donc là, vous voyez, la partition, c'est-à-dire que l'ensemble des points, suivi une partition qui a été modifiée entre la première et la deuxième étape. Et maintenant, je recommence. Je vais faire une troisième étape où je recalcule le barycentre des points rouges, puis le barycentre des points verts, puis je refais une partition. Si cette partition ne change pas, donc est stable, ce qui va être le cas ici, ben on s'arrête et on a notre partition. Voilà. Tout simple. C'est un algorithme extrêmement simple, et pourtant, c'est utilisé partout. Et il y a donc des considérations générales à bien comprendre, c'est que de temps en temps, c'est un algorithme qui peut donner des partitions qui ne sont pas très bonnes. Mais en règle générale, en moyenne, ça donne de très bonnes partitions. Et donc, il y a un travail pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe si le K-means donne finalement des mauvais clusters, des clusters qui sont contre-intuitifs. Donc ça, bon, si vous vous intéressez à la théorie de l'information et à vos aspects théoriques, voilà, c'est une question importante, qui est largement d'ailleurs pas entièrement comprise, mais si vous êtes un utilisateur, vous ne vous posez pas trop de questions, vous dites que K-means, c'est quelque chose qui marche, et vous appliquez K-means. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel fichier, c'est ce qu'on fera au prochain cours, et en fait, vous prenez les points, vous prenez donc les distances numériques classiques, puis les distances d'édition, par exemple, pour les chaînes de caractères, et donc ça vous donne une distance globale, et vous appliquez K-means, et ça vous donne des clusters. Alors évidemment, une des difficultés, c'est quel est le cas qu'on prend. Ici, on a pris K égale 2. Si on avait pris K égale 3, on aurait eu une partition différente. Par exemple, le point du milieu, là, ça aurait été dans une autre partition. On aurait eu celle-là, celle-là et celle-là. Alors, quelle est la meilleure? Eh bien, en fait, vous voyez que pour une partition donnée, donc pour un K, vous avez un indice de qualité qui est un petit peu
quelle est la distance des points les plus extrêmes au centre. Donc, si je regarde ici, c'est ma dernière partition. Les points les plus extrêmes, c'est, on va dire, c'est ce point-là par rapport au barycentre en jaune, et puis ce point-là, par exemple, par rapport au barycentre en bleu. Bon, et donc je vais dire mon indice de qualité, c'est la somme de ces deux distances. Bon, si je fais une partition en 3, je vais avoir un indice de qualité différent, qui sera sans doute plus petit. Et donc, ce que je dois faire, c'est trouver le meilleur indice de qualité tout en faisant des clusters. Parce que si je pousse, évidemment, la clusterisation jusqu'à des points singletons, je vais avoir autant de partitions que de points, et donc, évidemment, ça, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est à regrouper des points. Donc, si on prend un mélange entre le nombre de partitions et la distance au barycentre, un compromis entre ces deux choses, eh bien, très souvent, on va trouver le meilleur cas. Et donc, c'est typiquement ce qu'on pourrait faire, par exemple, sur les exemples là, de mon magasin, en prenant l'âge des clients, et on regarderait, est-ce que c'est mieux de faire une partition en 2, en 3, en 4, etc. On aurait un indice, et automatiquement, on trouverait la meilleure partition. Voilà. Alors, c'est un algorithme extrêmement simple, qui donne en général de bons résultats, et on verra au prochain cours comment on l'utilise avec Weka. Donc pour le cours d'aujourd'hui, il faut donc la partie pratique porte surtout sur Schema Workbench, et la partie un peu théorique porte sur d'abord bien comprendre la différence entre l'apprentissage supervisé et non supervisé, et ensuite bien comprendre l'algorithme K-means. Voilà.